J'aime bien Une nuit en enfer. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu ferais pas une vidéo sur Une nuit en enfer? Et l'idée est venue comme ça, voilà. Non, ne cherchez pas ailleurs, vous ne trouverez pas de meilleure introduction. Là, sur un plan de logistique et de logique, on est vraiment sur quelque chose d'hors norme. Pourquoi se casser la tête? L'art d'un twist d'exception. Et alors non, par twist, je ne vous parle pas de la danse, j'ai pas l'expérience, mais bien de cette méthode cinématographique faisant perdre la tête au spectateur. Retournement de situation inattendu permettant de vivre un long métrage de façon ô combien différente. Coup de théâtre au service de la mise en scène, de la narration, des personnages ou même d'un simple instant, le twist est une science ô combien délicate tant elle doit faire chavirer l'audience, parfois lors d'une révélation détonnante ou, comme ici, un changement d'histoire radical décuplant son aura pour l'éternité. Il doit surprendre et augmenter l'impact de l'œuvre sur nos consciences. C'est ici que, parfaitement aidé par ce bon vieux Quentin Tarantino, Robert Rodriguez créa sans nul doute l'un des plus grands twists du cinéma. De suspense à cauchemar, de thriller à horreur, d'évadé à vampire. Messieurs, dames, il est enfin l'heure de parler d'un de mes réalisateurs cultes et de sa plus grande réussite, Une nuit en enfer. Alors préparez votre meilleure eau bénite et amenez-vous les mordus de la chatte, il est temps de repasser la frontière mexicaine. Everybody be cool. You be cool. Mais avant l'analyse, un peu d'histoire. Et un nombre. 7000. 7000, c'est la somme en dollars dont un certain Robert Rodriguez, alors jeune inconnu du 7e art, disposera afin de réaliser premier long métrage devenu iconique, El Mariachi en 1992. Attirant les yeux d'Hollywood pour un succès aussi bien commercial que critique, et multiples fois récompensé dans de nombreux festivals, notamment celui de Deauville, ses producteurs lui attribueront cette fois modique somme de 7 millions de dollars, belle évolution, pour réaliser non pas remake mais suite d'El Mariachi, Desperado. Antonio Banderas, Salma Hayek, Danny Trejo, Chish Marin, autant d'acolytes se voyant offrir premier rôle avec l'artiste et qui, l'histoire le dévoilera, deviendront comédiens réguliers du cinéaste. Retenez d'ailleurs quelques noms car plusieurs visages reviendront dans notre sujet du jour. Une fois encore, celui-ci est un immense succès en salle, faisant d'autant plus découvrir la patte si atypique de Rodriguez à travers le globe. Mais plus encore qu'un film culte aux allures familiales, Desperado marque la première collaboration réelle entre le natif de San Antonio et l'un de ses grands amis de l'époque, et pas des moindres. Ça me surprend pas parce que moi et Bucco, on est très vieux potes. Lui aussi. Nous sommes alors en 1995 et Monsieur Quentin Tarantino, lui, est déjà au sommet du monde. Reservoir Dogs en 92, Pulp Fiction et sa Palme d'Or en 94, autant vous dire que le bougre développe déjà renommée stratosphérique. Mieux, participant au film de son ami dans un monologue endiablé, il s'associera également, tout comme Rodriguez, à la réalisation d'un segment de Groom Service en 95, rapprochant d'autant plus les deux hommes. Et s'il est important de remonter le temps, c'est bien parce qu'à l'origine, Tarantino devait être le réalisateur d'Une nuit en enfer. Préférant toutefois se concentrer sur son rôle dans l'œuvre, on y reviendra, mais aussi sur le scénario, car oui, basé d'une histoire de Robert Kurtzman, c'est bien le plus célèbre des fétichistes pédestres qui fut auteur du script, et dont les premières lignes furent d'ailleurs écrites à l'époque où Tarantino travaillait encore dans son vidéoclub Video Archives. S'il suit les grandes lignes de Kurtzman pour la partie consacrée au Titty Twister, il développera cependant tout un lore précédant cette partie, ce qui n'était qu'une seule page dans la version de Kurtzman. Payé à peine 1500 $ pour ses travaux, Renny Harlin et Tony Scott montreront aussitôt de l'intérêt pour réaliser son script. Mais ayant rencontré Rodriguez au Festival de Toronto pour la sortie de leurs films respectifs, El Mariachi et Reservoir Dogs, Tarantino confiera les rênes du projet à son ami, convaincu de l'âme et de la compréhension que le cinéaste apporterait au projet. Quentin Tarantino was telling me about the script back in our days when I was writing Desperado at Columbia Pictures and he was writing Pulp Fiction originally for TriStar. And I was telling him about my Mexican action movie and he said, "Hey, I wrote a script set in Mexico about Mexican vampires," and he told me about Dusk Till Dawn. Thought it'd be a great summer movie to shoot. We could put together very quickly. His style is actually just perfect for this film. He gets it. He's not trying to make it something it's not. He's not trying to, make a horror film for people who never go see horror films. So this will be the one they go see. No, he's not doing that. He knows exactly what this film is and what it should be. Nous sommes alors début 95 et l'heure est au casting. Comme dit plus tôt, Richie Gecko revient immédiatement à Quentin Tarantino, s'impliquant plus que jamais dans sa narration. Si Tim Roth, John Travolta, Steve Buscemi ou encore Michael Madsen sont approchés pour Seth, aîné des frangins, ils devront tous faire volte-face. C'est marrant d'ailleurs, tiens ça, faire volte-face. Volte-face, c'est le film aussi avec John Travolta, comme il a dû faire aussi lui volte-face, ouais c'est pas grave. Faute d'emploi du temps.
Après de multiples négociations, l'anti-héros ira finalement sur les épaules d'un certain George Clooney qui, si l'on nommait évidemment le retour des tomates tueuses, effectuera ses grands débuts au cinéma, lui vedette de la série Urgence à l'époque. Cet enfant est tombé de son berceau. En fait, il a pleuré toute la nuit, alors j'ai préféré l'amener Il a ici. de quoi pleurer, et quand est-il tombé? Pour le reste du casting, si Steve Buscemi, Tim Roth, encore eux, William Sadler, pourtant fréquemment appelé par les cinéastes, déclinent différents rôles, Sadler intégrant le monde d'Une nuit en enfer des années plus tard pour une apparition dans la série, comme quoi, on retrouvera tout de même un nombre incalculable d'habitués au détour de ce road trip. Harvey Keitel, acolyte du scénariste, embarque alors par exemple dans le rôle de Jacob Fuller, pasteur ayant perdu la foi, accompagné de Juliette Lewis et Ernest Liu. Michael Parks campera lui, pour la première fois, Earl McGraw, qu'il reprendra par la suite dans pas moins de 3 films différents. Enfin, parmi les proches de Rodriguez, notons que Danny Trejo, Tom Savini ou encore Chish Marine reviendront lui prêter main forte, celui-ci campant d'ailleurs non pas 1, mais 3 rôles différents au sein de l'œuvre. Et là vous vous dites, soit le mec est très con, soit il garde le meilleur pour la fin. Bon, et dans les deux cas, vous avez raison. Mais oui, parlons enfin de la madone du macabre Santanico Pandemonium, dont le nom fut directement inspiré du film d'épouvante mexicain de 1975, qui sera confié à la grandiose Salma Hayek, déjà présente dans Desperado et Groom Service. Probable fantasme de tout homme qui se respecte pour sa danse emblématique, mais surtout véritable tour de force pour l'actrice, aussi sensuelle que charismatique, et ayant dû vaincre sa peur maladive des serpents pour l'occasion. Rodriguez et Tarantino ayant réussi à la convaincre de façon... disons atypique. Weeks before we started, he said, "Oh, by the way, you're dancing with a snake." And I'm like, that's my greatest fear in life. And he said, "Well, let me do it. Let me know if you're not capable of overcoming your fear for a role, because we can always give it to Madonna." Which, I mean, I'm sure it's not true, because if they could have had Madonna, why me? But I was so afraid to lose the part. I thought I was gonna be able to convince him, just let's do it like in the script without the snake. But so I had to learn how to go on trance so that I could overcome my biggest fear. Le ton est donné et c'est ainsi qu'un tournage extrêmement court, à peine 5 semaines, commence le 13 juin 1995 entre l'état de Washington, le Texas, la Californie et le Mexique. Et plus encore qu'une durée délicate, plusieurs séquences ne seront pas de tourpeau. Pour le passage de la frontière, par exemple, les acteurs durent tourner leurs scènes à différentes périodes pour cause de planning différents. Sous un soleil de plomb, certains décors atteignaient les 51 degrés, obligeant les troupes à entamer le gros du travail, huis clos oppressant au sein du Titty Twister, assez rapidement dans la production du long métrage. Pour créer sa mythologie et le design des créatures, il confiera les effets visuels à Greg Nicotero, génie des maquillages restant au plus près de la caméra afin d'aider au mieux Rodriguez dans la façon de mettre en scène ses vampires. Esthétique glauque et viscéralement animale, chauve-souris et même rats gigantesques au menu, idée ayant failli être avortée faute de temps de tournage, Rodriguez et Nicotero dévoileront qu'une telle variété de créatures, étonnant dans un film de vampires, ne fut travaillée que pour une raison. Proposer multitude de visuels différents afin de marquer le spectateur. On distinguera par exemple, création très atypique pour Salma Hayek, proche du serpent, la raison, une danse avec un python comme moment iconique du film, et donc un lien possible entre l'animal et le vampire dans sa transformation, et dont l'idée initiale était même de lui offrir forme de cobra, finalement avortée pour un design plus agile. Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. Toujours côté Nicotero, il n'y eut que quelques figurants pour l'affrontement final des survivants face aux vampires, ou tout du moins figurants entièrement déguisés, les autres ne se voyant dotés que de masques et disposés en fond de scène. Les principaux étaient d'ailleurs choisis pour leur corps très fin, parfait pour le make-up, plusieurs de ces têtes de figuration ayant l'habitude car déjà castés pour des projets similaires dans les Contes de la Crypte par exemple. Afin de donner sentiment de masse, plusieurs plans furent tournés devant un fond bleu, avant d'être incrustés par la suite à l'image, donnant l'impression d'un lieu infesté d'immortels. Autrement dit, un tournage des plus costauds, de la création des designs atypiques pour chaque personnage se faisant mordre, prenant parfois plusieurs heures de maquillage jusqu'à des chorégraphies de mise en scène nécessitant une demi-journée de préparation avant d'être filmée, l'équipe se régale mais travaille d'arrache-pied. Mieux, il faut savoir que quelques scènes ne seront pas improvisées, mais étudiées le jour même du tournage via diverses tentatives afin de capter la meilleure prise possible. Oui, Rodriguez étant très ouvert sur les envies de son équipe et de ses acteurs, il modifiera ou retournera certains plans s'ils s'avèrent meilleurs que les originaux, selon leurs idées. Point de vue largement partagé par son confrère, Quentin Tarantino, qui sera lui aussi avide de toutes sortes d'expérimentations, laissant souvenir impérissable aux comédiens. I'd come from an area of television where
In TV, you get a couple of takes, you hit your mark. Is it good? They print it and they move on. You don't get a lot of experimentation at all. Quentin walked in and said, let's try this, let's try that. And Robert said, go, try it. And it was a great, fun experience for us because we had a really great time. We laughed a lot, but we took it very seriously. And he takes his acting very seriously, which I think people don't know or don't understand enough. I think people are going to be much nicer to him now about his acting because he's really wonderful in this film. I mean, really wonderful. He was wonderful to work with. Le scénario étant également léger vis-à-vis des scènes de combat, plusieurs devront être mises en scène directement sur place. Le meilleur exemple étant l'attaque de Tom Savini, modestement expliqué dans le script en une seule ligne par « Savini attaque tout le monde ». Donc forcément, à partir de là, faut faire avec les moyens du bord. Côté hommage, le film ne sera pas non plus en reste, même si pas toujours visible à l'écran. Du fait, de très nombreuses scènes seront coupées au montage par les studios, parfois jugées trop violentes ou laissées de côté afin de respecter la durée prévue du film. Ainsi disparurent quelques idées aussi glauques que fascinantes, comme la mort expéditive de Greg Nicotero ou un hommage à The Thing de John Carpenter, inspiration majeure de Rodriguez. Le huis clos, la lutte contre une menace inconnue et externe, thème régulièrement développé chez Carpenter, s'ajoutant par exemple à un t-shirt Precinct 13, référence évidente au titre initial du film Assaut du même cinéaste, porté par Scott Fuller. Si l'on en revient au décor, certains cadavres présents dans le Twister seront même récupérés d'autres œuvres, comme Pulp Fiction, Tales from the Hood ou encore Lord of Illusions, hommage important pour le cinéaste. Et évidemment, comme nous sommes dans une fresque Tarantino-Rodriguez, les auto-références seront elles aussi nombreuses. Seth Gecko ramène des buns du Big Kahuna Burger, pareil au fast-food de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction, l'arme de Sex Machine est identique à celle présente dans l'étui à guitare du mariachi Antonio Banderas dans Desperado, la présence d'Earl McGraw, évidemment, ou même des idées non retenues car utilisées dans d'autres métrages, comme le monologue Ézéchiel 25-17 de Pulp Fiction, originellement prévu pour Une nuit en enfer. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Enfin, la séquence d'introduction sera quant à elle la dernière filmée, pour une fin de tournage le 20 août 1995. C'est d'ailleurs ici que l'on repérera non seulement le talent de Rodriguez et sa vision caméra en main, mais aussi de très nombreux rapprochements au cinéma de Tarantino. Une introduction longue, insistant principalement sur les dialogues et le charisme de Michael Parks, ou encore une conclusion filmée en plan séquence, dont à peine 3 shots seront nécessaires pour la valider, l'alchimie entre Clooney et Tarantino étant parfaite, et ayant eu l'occasion de se faire depuis le début du tournage. Cela étant, nous verrons aussi le style si atypique de Rodriguez. Ainsi, pour l'œuvre, il sera pendant l'intégralité ou presque du film, non pas derrière un moniteur, mais bien la caméra, très souvent en steadicam, ne voulant pas se résoudre à une vision moins réaliste de son travail. Il souhaite une meilleure liberté d'action selon les scènes, dont les zooms seront, par exemple, manuels et créés au fil du temps afin d'augmenter la tension, notamment sur Michael Parks, le cinéaste le trouvant ultra charismatique. Si jamais je les attrape, c'est des traquets de fumier. Ils paient la facture. Un peu, oui. Beaucoup de plans seront également rapprochés sur le visage de George Clooney. Rodriguez le voyant comme une star, il le filmera près du corps, souvent en contre-plongée, ce que les séries télé ne peuvent offrir, donnant un sentiment naturel de force aussitôt ressenti par le public. S'appuyant sur Tito et Tarantula à la musique, auteur du morceau iconique After Dark utilisé lors du show Salma Hayek, mais aussi sur un nombre incalculable de blues texans comme Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan ou encore les ZZ Top, Graeme Revell se chargera de la bande originale pour une sortie en salle le 19 janvier 1996. Si le succès sera évidemment critique, le box-office, lui, s'orientera vers le modeste. Doté d'un budget de 19 millions de dollars, il en rapportera pas loin de 60 millions à travers le monde, dont plus de la moitié à l'étranger. Un score conséquent, mais toutefois loin des attentes portées sur le métrage à l'origine. Multiples fois récompensé lors de diverses cérémonies allant des Saturn Awards au Festival Fantastique d'Amsterdam, il se verra toutefois attribuer statut de film culte avec le temps. Deux suites verront le jour en 99 et 2000, Le Prix du sang et La fille du bourreau, le premier étant un nanar effroyable sans aucun intérêt, vraiment c'est une catastrophe, et l'autre tentant d'offrir préquel au mythe, un poil plus intéressant quand même, sans jamais pour autant atteindre la grandeur de l'original. Western semi-pertinent, semi-fauché et très fanservice, ayant au moins le mérite d'offrir origine à Satanico Pandemonium. Côté gaming, un jeu vidéo tentera de conter la suite des aventures de Seth Gecko, mais c'est bien en 2014 qu'une vraie proposition verra le jour. Reboot en format série sur El Rey Network, encore un hommage, mais ça, on en reparlera. La question est donc, en quoi Une nuit en enfer se veut toujours immense chef-d'œuvre du genre ? Fut-il capable de révolutionner le twist au cinéma ? C'est parti pour l'analyse d'un film de giga zinzin. Amis de l'aventure nous appelle. Bon,
Tout de suite, le vif du sujet. Avec la réflexion menée depuis le début de cette vidéo, la science d'un twist culte par messieurs Rodriguez et Tarantino. Et on pourra déjà relever que, contrairement à d'autres films, nous n'avons pas ici affaire à un twist traditionnel. Pour être honnête, les mauvaises langues pourraient même ne pas y voir un twist du tout, car aussi étonnant cela puisse être, le film fut bien vendu comme long métrage vampirique à sa sortie. Oui, les bandes annonces officielles dévoilaient énormément le scénario, allant jusqu'à teaser design des créatures, narration au Titi Twister, ou encore séquences d'action endiablées. Difficile donc d'appeler Twist événement déjà révélé dès sa campagne marketing. De plus, nous ne sommes pas dans une révélation en fin de long métrage, mais bien au milieu de l'œuvre, ne faisant pas de ce retournement de situation Twist traditionnel que l'on imaginerait au cinéma. C'est pourquoi je me fais défenseur d'un point ô combien important dans la vie d'un cinéphile. Ne jamais connaître l'histoire d'une œuvre avant son rattrapage éventuel. Car imaginez un peu revivre cette expérience autrement, et comme le voulaient ses créateurs à l'origine. La première heure du film se veut donc avant tout thriller oppressant, sorte de chasse à l'homme nerveuse pouvant largement se suffire à elle-même. La tension est palpable, l'alchimie entre comédiens fonctionne instantanément, et la patte Tarantino dans la qualité de ses dialogues, son rythme lent, ses pieds, forcément, ses mouvements de caméra peu nombreux et son ambiance blues s'ajoutent à une photographie rendant parfaitement hommage à l'actionneur américano-mexicain de Rodriguez. Oui, pour le néophyte, le tout est déjà de savoir comment les deux hommes passeront la frontière, s'imaginant peut-être guerre de cartel une fois à El Rey. C'est ici que les deux hommes font fort, passer d'un simple film d'action à un changement de registre sanglant, fantastique, surprenant et audacieux. Le tout après avoir été hypnotisé par le charme de Salma Hayek, dont l'idée initiale n'était d'ailleurs pas de provoquer excitation masculine, mais bien danse totalement improvisée, n'ayant pas eu de chorégraphie au préalable, afin d'imager un rituel vampirique fascinant l'audience avant le massacre. Et Dieu sait qu'aussi bien d'un point de vue narratif que caméra en main et jeu de comédienne, c'était réussi. C'est ici que, même si atypique, le twist est absolument parfait, et aurait dû être gardé secret jusqu'à la sortie du film. Il surprend le spectateur, lui offre un regard nouveau sur l'histoire, saisissant également les personnages sans les faire passer pour des détraqués. Faisant grimper les enjeux filmiques, comme le risque de perdre ses protagonistes, il se voudra surtout pleinement imprévisible, tour de force ô combien important étant donné l'ambition étudiée. De plus, il est expéditif. Pas d'indices et aucune directive permettant d'imaginer un tel revirement de situation. Sûrement le plus compliqué pour Rodriguez. Réussir au mieux transition entre deux genres radicalement différents d'un point de vue de mise en scène et, de plus, rester crédible par rapport à l'histoire développée plus tôt. Situation qui, en plus d'être pertinente, rapprochera énormément les personnages. Qu'on se le dise, quoi de mieux au cœur d'un film borderline d'aborder toutefois réelles questions de fond. Mieux, comment utiliser ce twist afin de les décupler. Les doutes de Jacob quant à sa foi, par exemple, en seront d'autant plus exploités face à des hordes revenant de l'enfer, accentuant ses relations avec Kate et Scott, mais aussi Seth, dont le tandem George Clooney-Harvey Keitel frappe par sa justesse. Dans un film sombre, violent et déjanté, ils sont les dernières bribes d'humanité de ce monde. Deux hommes que tout oppose, mais qu'un respect inattendu viendra lier. La mort expéditive et elle aussi surprenante de Richie, revenant parmi les morts dans un costume détonnant, appuiera également ce que l'on aurait pu imaginer chez Seth plus tôt. Si l'on le savait moins dérangé que son frère, il n'en restait pas moins voleur antagoniste prêt à tout pour atteindre El Rey. Avec ce twist, il se redéfinit comme un homme brisé, meurtri, ayant perdu sa seule raison de vivre et faisant tout pour sauver les dernières personnes qu'il estime. En ce sens, même s'il était déjà connu dès sa bande-annonce, ce twist mérite bien, pour moi, d'être découvert en tant que tel. Non seulement il surprend et change complètement la vision qu'on se fait de l'œuvre, mais il développe également ses personnages vers des chemins différents de leur origine. Même si l'on pourra peut-être regretter l'absence d'études autour de Santanico, trop vite expédié, le réalisateur se rattrapant plus tard avec l'écriture du troisième volet et sa série. Toutefois, ici on passe d'antagoniste à anti-héros, ou encore de pasteur déchu à combattant mettant ses couilles au service du ciel. Je suis un combattant. Au service du ciel. Pour le reste, vous connaissez sûrement la chanson. Foutoir organisé absolument bluffant où l'ensemble du casting s'éclate, aussi gore que jouissif. Admettant pleinement son statut de série B déjanté, Rodriguez use cette fois d'une caméra extrêmement dynamique accompagnant une montée de l'action crescendo. La première tuerie pose les bases, laissant part belle à un registre parfois comique, comme avec le carnage absolu des serveuses, la purge d'un orchestre joint avec des corps, les actions de Tom Savini ou le monologue de Fred Williamson, huis clos fourmillant de détails et dont il faudra saluer la puissance musicale
musical également. Environnement parfaitement sublimé par ses sonorités blues précédemment, Graeme Revell concocte bande originale sombre et symphonique oppressante, presque proche d'un Sergio Leone, que l'on jugerait tout droit sorti de l'enfer, parfait étant donné les circonstances. Le réalisateur n'oublie pas non plus sa direction d'acteur, pour laquelle il n'a plus rien à prouver. Épousant tous leurs rôles, difficile d'imaginer qu'énormément de séquences furent rejouées, améliorées ou improvisées, le mariage étant proche de la perfection entre jeu, chorégraphie de combat et sensation de dinguerie constante. Puis arrive l'heure du combat final, hommage au film de genre tout autant que boucherie organisée. Rodriguez mise exclusivement sur les effets pratiques, comme via le déguisement de ses vampires, son rat ou ses chauves-souris, horreur borderline capable de surprendre dans ses prises de risque narratives, comme la mort de Scott par sa sœur. Comprenez donc qu'Une Nuit en Enfer, c'est avant tout une œuvre généreuse, pleinement consciente de son statut, tout en étant capable d'aller au-delà. Mention spéciale au punchline de Seth Gecko, iconique au possible, et dont Richard Darbois donnera en version française lettre de noblesse hilarante. Ayant grandi avec l'œuvre, difficile de ne pas dire que quand je serai grand, j'aimerais être Seth Gecko. Alors qu'est-ce que t'en dis, j'assure ou j'assure? Une Nuit en Enfer est donc, du fait, subtil mélange entre action, suspense, horreur et comédie que d'autres films pourtant du même réalisateur ne furent capables d'aussi bien exploiter, comme Planète Terreur. Si je suis un fervent défenseur du film pour son côté grindhouse déluré et délirant, il en reste moins fin et brillamment mis en scène que son prédécesseur, même si radicalement différent. Cela étant, je ne vous mentirai pas, je reste un très grand fan de ce métrage, tout comme Boulevard de la Mort, ayant une patte et une identité singulières, aux scènes cultes et à l'âme reconnaissable entre mille. N'oublions pas autre élément fondamental dans la réussite du film, celui-ci revisite totalement le mythe du vampire. Car c'est aussi important à développer. From Dusk Till Dawn, de son nom original, fait preuve d'une immense créativité dans son approche vampirique. Comme dit plus tôt, les designs divers et variés, l'héritage mexicain de Rodriguez mêlant cette idéologie à d'anciennes cultures, notamment définie par l'immense temple faisant office de bar, en témoigne. Car son œuvre n'est pas qu'un Tarantino-like, il se pose aussi de réelles questions sur jusqu'où porter le registre du vampire au cinéma, qu'une petite série viendra d'ailleurs reprendre par la suite. Messieurs, dames, et si, finalement, Rodriguez était plus visionnaire que réalisateur. It wasn't until after I had the network that I was thinking about what my first show would be. Because I've used El Rey a lot in my different movies. And I thought about Dusk Till Dawn, and over the years, for 18 years, I've been staring at a painting that I've had on my wall, which is a matte painting from the last shot of the original Dusk Till Dawn, where you pull back from the bar and you see the temple. I've had that in my house for 18 years. And I used to stare at it going, I wish I had done more with that whole idea, because I'd done a lot of research into Mayan and Aztec mythologies to try to come up with a new type of vampire, not a European vampire, but something more, since the bar was set in Mexico. And I put a little bit of it in there, like the snake cult and the dance and the temple, but it wasn't really done as much because it was just in one film. I always wished I could do more. So when this network idea came up, I thought, what could be the first show? We should do a show that has a familiar title so people are drawn to the title and find the network. Dusk Till Dawn seemed to be such a fan favorite. The fans always come up to Quentin and I and say, oh, we love Dusk Till Dawn. He would get that a lot because he was in it. People would recognize him from it. And it felt like perfect timing because people had asked for their shows, asked us to do a show on this before, and we always turned it down because Quentin and I controlled the rights. So we thought, let's do a show no one else can even make because we control the rights for El Rey. D'un simple script à roman. Oui, impossible pour moi de conclure sans aparté sur From Dusk Till Dawn The Series, reboot format réécriture s'inspirant du film de 3 saisons, sorti pour la première fois en 2014. Les frères Gecko toujours évadés, un Titi Twister en ligne de mire, mais une histoire radicalement différente où Rodriguez, vous l'aurez compris, se fait plaisir. Diffusé sur sa propre chaîne câblée, El Rey Network, nom en hommage au paradis que Seth souhaite atteindre dans l'œuvre originale, il proposera toute une culture mythologique autour des Culebras, appellation donnée aux vampires, ainsi qu'une continuité à son œuvre originale, de nouvelles aventures et une origine passionnante autour de Carlos et Satanico Pandemonium, cette fois en lien direct avec Richie Gecko. S'il est difficile de remplacer Salma Hayek, Eiza Gonzalez en sera tête d'affiche tout à fait crédible, tout comme un DJ Cotrona excellent en Seth Gecko, et un Zane Halls pertinent et ô combien différent du rôle de Tarantino. Côté personnages secondaires, tous auront droit à extension d'écriture au fil des saisons, parfois pour le meilleur, comme Jacob, Kate, Scott ou même Earl McGraw, et parfois
Je vous laisse voir ce qu'ils ont fait de Sex Machine. Voilà pourquoi j'aime Robert Rodriguez. Voilà pourquoi j'aime sa patte artistique. Il dispose certes de quelques échecs à son actif, mais étant toutefois un excellent créateur, visionnaire aimant inventer et réinventer des histoires, des mythes, et ayant malgré tout plusieurs faits d'armes indéniables. Peut-être pas le plus grand des réalisateurs, même si l'on aura vu aujourd'hui à quel point il fut plus qu'un simple yes man pour Tarantino, mais un homme souhaitant constamment enrichir ses univers, bouleverser les lignes et aller plus loin que l'ordre établi. Et voilà pourquoi Une nuit en enfer fait partie de toutes ces œuvres marquant mon existence de façon indélébile. Dieu sauve Seth et Richie Gecko. On apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...